Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Alors, on est de retour avec une heure autour de la finance. Oui, il fallait quand même à un moment faire le point là-dessus. Alors, il y a deux choses. Il y a le premier élément qui, pour moi, est quand même le plus surprenant, le plus intéressant, on va dire. L'autre est plus classique, vous verrez, mais c'est quand même le retour des banques. Alors, si vous n'êtes pas noyé dans l'univers bancaire, je vais vous la faire courte, les banques, c'était mort. Il y a quoi? Il y a 2 ans, les banques, acheter même des actions des banques, mais vous êtes complètement cinglés, c'est fini. Elles n'ont plus de modèle économique, elles sont laminées par les taux négatifs, elles sont laminées par toutes les décisions d'ailleurs qui sont prises, que ce soit sur le plan prudentiel ou sur le plan même politique. Regardez, la dernière en date, c'est tout ce qui touche autour de l'assurance emprunteur pour les crédits immobiliers. Ouais, sauf que les résultats là qui sont tombés en février sont des résultats historiques, notamment pour les banques françaises. Donc voilà. Alors l'autre difficulté pour les banques, c'est de trouver des voies indépendantes pour en parler. C'est toujours le problème, ça, depuis 20 ans que je parle des banques. Mais on en trouve de temps en temps, vous allez voir. Et puis alors l'autre sujet, plus classique celui-là, c'est tout ce qui se joue autour de l'ESG, de l'ISR, enfin appelez-la comme vous voudrez. Là, il y a d'ailleurs un petit truc marrant, je rends hommage à ma consoeur du Figaro qui a fait un magnifique titre sur le grand méchant loup et la maman cochon. Figurez-vous que Carl Icahn, alors je crois que Carl Icahn, c'est pas la peine de le présenter, c'est sans doute ce qu'on peut trouver de plus iconique en termes d'avidité sur les marchés, voilà, on va dire ça comme ça, depuis maintenant 40 ans aux États-Unis. Le voilà qui part à l'assaut de McDonald's parce qu'il n'aime pas la façon dont McDonald's traite les truies, notamment les truies qui portent des petits cochons. C'est sans doute un magnifique symbole de ce qui est en train de se jouer autour de l'ESG, donc ça aussi on va en parler dans l'heure qui vient. C'est parti, c'est Bismart. Et donc pour démarrer, Nicolas Mérindol. Salut Nicolas. Alors je le dis, voix indépendante sur les banques. C'est compliqué à trouver. Tu vois, des gars qui ont été dans le système, maîtrisant parfaitement le système, et qui aujourd'hui peuvent en parler très très librement parce que ils en sont sortis. Et voilà, oui, parce que j'en suis sorti il y a une dizaine d'années, tout en étant très présent. Et ben voilà, tout en restant exactement investi ces 10 dernières années. Exactement. Enfin, c'était tes employés, c'était tes patrons, c'est devenu tes clients, donc c'est pas mal. Donc Nicolas Mérindol, un président fondateur du groupe Carmin Finance, et effectivement, il y a une dizaine d'années, directeur général des caisses d'épargne. À l'époque, c'était que les caisses d'épargne, il n'y avait pas encore la fusion. Il y avait Natixis déjà. Ah, il y avait Natixis déjà. La filiale commune, oui. Et c'était en train de se rapprocher. C'était en train de se rapprocher pour dessus. Voilà. À l'étage du dessous, c'était fait, mais pas à l'étage du dessus. Bon, rentrons dans le dur, Nicolas, parce que j'ai plein de questions à poser et on n'a pas tant de temps que ça. On a une demi-heure, tranquille, pour parler, mais il y a énormément d'éléments. Donc, le premier, c'est quand même ce qui m'a fait t'appeler. Donc, on disait les banques européennes à l'agonie. Les voilà de retour avec des profits records. Donc, les 5 principales banques françaises ont publié des performances historiques. Elles cumulent 31 milliards d'euros de résultats nets en 2021. Et ça, même à ton époque, ça ramène aux années de délire, années 2006-2007 pour l'environnement bancaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu mets, toi, en avant? Et puis, question subsidiaire, est-ce que c'est des purs éléments conjoncturels, notamment sur la banque d'affaires avec des valorisations d'entreprises aujourd'hui qui sont spectaculaires? Ou est-ce que c'est peut-être un nouveau cycle qui est en train de commencer pour le secteur bancaire? Alors, première remarque, l'agonie, non. Sincèrement. Comment ça, l'agonie, non? D'ailleurs, sur ces 10 dernières années, Stéphane, si on regarde la croissance des valorisations, valorisations sur le CAC 40 du secteur financier, il est meilleur que il est comparable à celui de la santé, il est meilleur que celui du pétrole, il est meilleur que... C'est-à-dire que ça a doublé les non, mais tu me prends les télécoms, le pétrole, la santé. Oui, mais les télécoms, c'est pas franchement. Ils sont à la rue, les télécoms. Oui, on va pas parler. Mais les télécoms, ils sont à la rue. La santé. En fait. Non, mais intuitivement, la santé, on pourrait imaginer que ça s'est comporté à peu près. Le secteur de la santé s'est comporté de façon à peu près comparable. Mais surtout, c'est pas à l'agonie. Aucune banque n'a perdu de l'argent. Non, mais le sujet, c'est qu'il se faisait tailler des croupières sur chacun des éléments où il dégageait du bénéfice. Alors c'est ça dont on va parler. Donc première remarque, on va voir que c'était pas l'agonie. Ça n'est plus l'euphorie ou l'excès, ou les excès, ou l'hybris d'une période. Ouais. On est revenu à un business model un peu plus stable dans le temps, mais pas à l'agonie. Okay. La deuxième remarque,
Pour ce qui concerne l'Europe continentale, rien de nouveau sous les tropiques, c'est un marché saturé. La perspective de croissance des banques, elle n'est pas liée à la conquête de la part de marché. Non. Les bancarisés français ou européens, eh bien, ils représentent, ou les non bancarisés représentent une toute partie de la population, dont d'ailleurs pas grand monde s'occupe. Sauf un peu peut-être les mutualistes, culturellement, sociologiquement. Donc ça n'est pas l'agonie, mais ça reste une vraie problématique stratégique quand on est patron de banque. Moi, je me suis toujours posé la question de dire, c'est quoi le business model de développement d'une banque en Europe continentale ? C'est pas du tout la même chose que c'est en Turquie où il y a peu de bancarisés, ou en Amérique latine, sans parler du Salvador ou de l'Afrique. Absolument. Donc, deuxième élément, ça reste vrai. Alors, comment, dans ce contexte de bancarisation complète, on a eu une année extraordinaire en 2021 ? C'est très simple. En fait, tous les feux ont été ouverts. La comparaison par rapport à 2020, qui n'était pas une année extraordinaire. D'accord, mais là, on a donné des chiffres bruts, quoi, 31 milliards, voilà, valeur absolue. Et on a eu une croissance à peu près, encore une fois, sur tous les volets. C'est-à-dire qu'au niveau du produit net bancaire, ce qui serait le chiffre d'affaires d'une entreprise, ça s'est considérablement... Il y a eu une forte croissance parce que tous les moteurs de l'avion, quand on est une banque, c'est mieux d'avoir plusieurs moteurs. Deux de chaque côté, c'est très bien. Donc l'asset management, donc c'est des gros encours. Et c'est le marché de la bourse qui l'a porté. Comme vous êtes aussi rémunéré à la performance, vous êtes porté par le marché boursier, vous êtes un gros asset manager de la place. Si on prend les grands asset managers européens, il y a des Français dedans. Amundi est un très gros asset manager. Donc les Amundi est le 10e asset manager du monde. Et, oui. Voilà. Et donc Amundi, c'est Crédit Agricole aujourd'hui. Et donc quand vous avez une croissance des marchés, vous avez une croissance mécanique de la valorisation des assets under management, des actifs sous gestion gérés par ces asset managers, et vous avez une prime de performance. Alors attends, premier point, parce que on va reprendre les 4 moteurs. Une question sur asset management, parce qu'à chaque fois, on dit, oui mais Robinhood, les applis aujourd'hui qui permettent aux particuliers de trader, voilà, ça représente peanuts, et pour toi ça représentera... On va y revenir aussi sur les fintechs, sur les autres acteurs. Le marché, il est tenu par ces gros acteurs. Le reste... Et il le restera. Il le restera, bien sûr. Il le restera pour des tas de raisons. Alors, ok, asset management, premier moteur. Le premier moteur. Les marchés. Donc, c'est d'ailleurs dans la même veine que les asset managers. C'est-à-dire les marchés, les transactions sur les marchés financiers. Les salles de marché des banques. Et ça a marché et sur l'equity et sur les produits de taux. Tout a été porteur. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'émissions obligataires, beaucoup de crédits structurés, beaucoup de transactions sur les actions, parce que le marché était booming. Donc, sachant que, quand même, petite parenthèse là-dessus aussi, les banques n'ont plus le droit aujourd'hui de traiter des titres pour leur propre compte, ce qui est une des clés de la crise de 2007-2008. Oui, c'est très encadré. Très encadré, voilà. Trading pour compte propre, ça s'appelle. Trading pour compte propre. Les books pour compte propre. Donc ça, c'est les deuxièmes moteurs, très financiers, très macro, en grosse masse. Après, vous avez sur ce qu'on appelle l'économie réelle ou la banque commerciale, la banque de tous les jours, les deux marchés ont très bien fonctionné. Les entreprises ont emprunté, les entreprises ont investi, et sur des montants quand même qui sont très très conséquents. Donc, tout ça a généré... Donc c'est un signe d'excellente santé, en fait, du tissu économique, quand on se retrouve avec des résultats comme ça, Nicolas. En tout cas, c'est un signe qui accompagne de manière très intuitive et très logique, très cohérente, la croissance du marché action, la bonne performance des marchés actions, et la croissance économique. Et l'activité économique. Et l'activité économique en général. Donc ça, c'est une réalité. Et ça vaut sur toutes les banques, il n'y a aucune exception. Ensuite, vous passez aux charges. Là, on a vu le chiffre d'affaires. C'est exceptionnel. Et il faut comprendre qu'il y a un effet de levier par rapport à tous les chefs d'entreprise entre une banque et une entreprise classique. C'est que quand on est, vous et moi le savons bien, on démarre le 1er janvier, il faut aller le chercher, son chiffre d'affaires. Quand vous êtes dans une banque, vous avez un stock très très important dans votre bilan, qui est très handicapant quand les choses vont mal, mais qui vous porte la masse, le chiffre d'affaires, il est beaucoup plus sur tout le stock d'encours, notamment de l'asset management, que vous avez accumulé et qui ne représente pas une année de flux, de collecte nouvelle. C'est 10 années de travail qui se valorisent. Et donc là, vous avez un effet de levier
extraordinaire. Nicolas, sur le crédit. Alors le crédit immobilier par exemple, booming, forte concurrence, avec des marges qui s'écrasent totalement. Ça veut dire que si on retrouve un tel niveau de bénéfices, les marges ne sont pas à ce point écrasées alors. Je vais vous donner la recette. Vas-y. Donc deuxième, on va revenir sur le crédit parce que c'est vraiment un cas très très particulier de la finance européenne et de notre banque centrale. Donc les charges, il y a eu toutes les banques, mais ça de façon continue, parce qu'il n'y a pas le choix, pour les raisons qu'on évoquait de bancarisation déjà d'un marché très saturé. Il y a un challenge permanent et tous les plans stratégiques, même les meilleurs comme BNP Paribas n'y échappent pas, réduction des coûts, optimisation des process, de l'organisation. Et donc il y a une vraie maîtrise des coûts dans les banques. Ce qui culturellement, il y a 20 ou 30 ans, n'était pas tout à fait le cas. On était porté par les marges, on était porté par... Alors il y a une troisième ligne qu'on oublie et qui est fondamentale dans les banques, c'est le coût du risque. Vous avez une croissance du chiffre d'affaires, maîtrise des risques, maîtrise des charges, et vous avez pour les deux plus grosses banques une stabilité du risque. Donc toute la croissance du chiffre d'affaires, la croissance de la rémunération n'a pas été amputée, mais très très peu par une croissance du risque. Coût du risque, on le dit très très vite, coût du risque impose aux banques de prendre une partie de leur marge justement pour les mettre en réserve. Sûr, voilà. Et c'est des bénéfices en moins. Pour être très concret, ce sont les impayés, ce sont... Exactement. Donc, et ça, c'est lié à l'amélioration de la situation économique, la baisse du coût du risque. Donc les deux sont liés. Les deux sont parfaitement liés. On est encore... Ça veut dire que si ça se retourne, c'est tout... On va y revenir. Comment la question suivante, ça va être c'est quoi l'avenir? C'est quoi l'avenir, voilà. Sur cette partie de risque, vous avez les deux plus gros acteurs, BNP Paribas et Crédit Agricole, qui ont vu leur risque très stable. Puis vous avez deux banques qui ont vu leur risque diminuer. C'est-à-dire que non seulement il y a une croissance du chiffre d'affaires, mais à ISO chiffre d'affaires, il y a une moindre partie de ce chiffre d'affaires qui était consommée par du risque. Et pour Société Générale, on parle de 2-3 milliards. De 3 milliards. On ne sait pas l'épaisseur du trait. Et puis, il y a une quatrième contribution très très forte et exceptionnelle. Je vais choisir. Vous savez, il y a un refinancement qui a été mis en place pendant la fameuse crise, la première crise financière, celle de 2009-2010, où c'était une telle inconnue, le monde de la finance, avec le shadow banking et tous les risques cachés, avec la titrisation, on ne savait plus, on savait plus vraiment quels étaient les risques portés. Bon. Que les banques n'osaient plus se prêter entre elles. Donc il n'y avait plus de flux interbancaire pour financer l'activité courante. Donc il fallait s'adresser aux banques centrales pour se refinancer, qui elles-mêmes redescendaient sur la banque voisine de l'autre côté de la rue. Donc la banque centrale devenait un élément moteur du financement des banques. Et ça a duré en fait. Et ça fait 10 ans que ça dure. Et ça fait 10 ans que ça dure. Enfin 10, qu'est-ce qu'on dit? 15 ans que ça dure. Et évidemment avec la crise du Covid ou la problématique du financement de l'économie, la Banque Centrale Européenne a dit aux banques, écoutez, si vous prêtez un peu plus à l'économie réelle, elle est toujours réelle, mais on s'est compris, c'est-à-dire aux entreprises, mais aussi aux particuliers, alors je vous finance à des conditions favorables. Au hasard, je vais prendre un chiffre, je vais dire 100 milliards par banque. Au hasard. 100 milliards par banque ont été empruntés à la Banque Centrale Européenne à des conditions exceptionnelles. Comme les taux sont très très bas, une banque qui emprunte à moins 0,5%, à moins 0,5, ou autour de moins 0,5, et qui reprête ces 100 milliards à l'économie à 1%. Moi, je suis chef d'entreprise, on me prête à 1%. 1%, bien sûr, j'espère que la rentabilité de mon investissement va dépasser ce 1%. Donc, au lieu d'avoir un coût de la ressource qui est l'interbancarité avec toute la problématique, Non, mais on a compris, Nicolas. Donc, 100 milliards, 1%, ça fait 1 milliard. 2%, ça fait 2 milliards. Donc, il se trouve que, effectivement, quand je dis 100 milliards, ce n'est pas un chiffre au hasard, nos principales banques françaises ont pu emprunter une centaine de milliards chacune, qu'elles ont pu, à taux négatif, qu'elles ont pu replacer à taux positif. Et donc, ça a généré incontestablement une marge financière supérieure à la normale par rapport à ce refinancement. Alors tu vois, c'est marrant. Et là, si vous additionnez, pour certaines banques, 2 milliards, je vais être très prudent, 2 milliards liés à une amélioration du coût de refinancement à la Banque Centrale Européenne. Vertueux, c'est très bien, puisque pour les avoir, je sais pas. Pour les avoir, il a fallu quand même justifier
qu'on a prêté aux entreprises. Alors c'est lié au point précédent, puisqu'on a dit qu'il y avait une forte activité et que les banques ont joué leur rôle. Elles ont été bien rémunérées, mais ça veut dire qu'elles ont prêté à l'économie. Elles ont pu se refinancer à des conditions meilleures qu'avant ce système de refinancement à la Banque Centrale Européenne. Donc si on cumule ça, plus une moins... Tout ce que tu as décrit d'activité... on arrive à des résultats exceptionnels. Exceptionnels. Parce que vous n'avez aucun signal négatif, vous n'avez que des contributions positives sur toutes les lignes. Je comprends, juste parce que j'ai tellement de questions à poser quand même, mais je comprends que, avec ce que tu viens de nous expliquer sur le rôle de la Banque Centrale Européenne, le fait qu'une partie de ses bénéfices repartent en dividendes auprès des actionnaires des banques peut intellectuellement poser un problème. Voilà. C'est pas... Tu vois, autant l'activité bancaire, les risques pris par les banques, les risques donc pris par les actionnaires des banques, le dividende est parfaitement légitime. Si c'est la Banque Centrale Européenne qui, globalement, aurait prêté à Stéphane Soumier, il aurait eu les mêmes résultats, là, intellectuellement, ça me pose un problème. Voilà. Oui, mais ça participe au fait que c'est un système, il faut le prendre dans sa globalité. Ça veut dire, non mais Nicolas, ça veut dire, parce que c'est ma question, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveau cycle. Non. Ça veut dire que tout cela s'inversant, on retombe très très vite. Absolument. Ouais, voilà. Absolument. Donc vous ne pouvez pas en tirer des conclusions en disant... Cette industrie s'est révolutionnée, elle a passé une mauvaise décennie, elle est repartie pour une belle décennie. Voilà, c'est ça. Non, parce que sur chacune des lignes, ça va être plus compliqué. La contribution au risque, vous avez les effets PGE, vous avez toutes les contributions de l'État. L'État français a été quand même très très courageux. On est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe. Mais les effets... Tout le monde est d'accord, qui n'est pas d'accord? Voilà, les effets ont été... Mais c'est sur le mot courageux que... Non, c'est parce que c'est de la dette. Non, mais c'est parce qu'au bout du bout, c'est de la dette et que... on aurait pu avoir que des gens qui sont très... Si depuis 1974, il fallait du courage en France pour créer de la dette publique... Waouh. On aurait eu des responsables politiques d'un sacré courage. Donc l'environnement économique est pas... On ne peut pas reproduire nos 6 ou 7% de croissance de cette année en oubliant que c'était parce que c'était moins 8. Comprends. Et donc on va se réenrouler autour de 1%. Je comprends. Ça va être compliqué. D'accord. On va avoir des sujets d'inflation. On va avoir les sujets de toutes les entreprises qui ont été aidées et qui d'un seul coup vont se voir face aux difficultés réelles post-soutien globaux, chômage partiel, PGE, et là on va rentrer dans... Alors là c'est intéressant, juste question très très courte là-dessus, parce que... La partie risque va repartir. La Banque Centrale mais va quand arrêter on dit son système. Voilà, quand on dit 31 milliards d'euros de résultats nets, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui pour certains d'entre eux peuvent se gratter un peu la tête sur le PGE, peuvent se dire, bon Dieu, ils pourraient faire un effort. Le problème, c'est que tout ça est ultra réglementé, que c'est la Commission européenne qui décide ou qui décide pas des délais de remboursement. Enfin, ça se fait pas en claquant des doigts, il faut le préciser, ça, Nicolas. Oui. Alors c'est bien un crédit bancaire, donc c'est pas un crédit directement des États, c'est un crédit bancaire garanti par les États. Donc c'est pas une nuance banale, c'est d'abord un crédit bancaire. Garanti par les États, ça pose des problématiques d'aide d'État, d'où l'intervention de la Banque Centrale Européenne et des autorités pour éviter les aides d'État, qui pourraient être un vrai problème. Alors on pourrait s'interroger sur les PGE Air France, les PGE à des entreprises publiques. Bon, ça respectait les règles et tout le monde, dans ces cas de crise, a accepté certaines ambiguïtés. Non, mais un mot sur Air France, parce que ça aussi, il faut vous préciser. Air France cherche à rembourser au plus vite possible son PGE, parce que, par exemple, ils ne peuvent pas faire d'opération de consolidation sur Alitalia, et en ce moment, sur la nouvelle compagnie née d'Alitalia, où il y aurait une opération. Le premier point, c'est un prêt bancaire. Et vous avez beaucoup d'entreprises, beaucoup de TI, et nous, on en a accompagné pas mal, en leur disant... Écoutez, en fait, vous avez pris le PGE, vous avez bien fait, ça vous a aidé. À 80% des cas, c'était pas pour sauver un canard boiteux ou reporter inexorablement une issue fatale. C'était vraiment pour passer un moment difficile. Et donc, on leur a dit très vite, allons voir la banque, discutons avec elle, sortons du PGE pour revenir à un crédit classique. Sur des durées. Qu'à ce moment-là, tu peux allonger beaucoup plus. Et dont les conditions de taux sont quelquefois, même paradoxalement, meilleur parce qu'il y avait... Il est trop tard pour faire ça, Nicolas? Bien sûr que non, bien sûr que non, il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Les patrons qui se posent des questions, en fait, il ne faut pas attendre de l'État qu'il y ait des décisions qui vont être compliquées à venir. Voilà. De toute façon, moi je prône toujours, pour les chefs d'entreprise, sans être les bourgeois de Calais, je prône toujours les discussions régulières avec son banquier, de parler des difficultés de l'année et de se projeter.
et d'anticiper au maximum, même 18 mois avant, 24 mois avant, les besoins de fonds. Et donc le PGE, il faut anticiper le plus possible. Alors, tu le disais, la Banque Centrale Européenne va arrêter on verra bien, ses distributions donc d'argent gratuit, remonter des taux d'intérêt, enfin, on sent qu'en termes de stabilité financière, on change un petit peu d'air. Oui. Mais c'est plutôt pas mal pour les banques, ça. Enfin, moi, je les ai entendus, mes amis banquiers, pleurer contre les taux négatifs. La remontée des taux d'intérêt, ça, c'est bon à prendre pour le système bancaire. Oui, mais il y a une période un peu délicate. Parce que le principe de la banque, c'est de transformer une ressource à des durées courtes sur des durées longues. Ouais. Je caricature. Vos dépôts sont réutilisés pour faire des crédits à une entreprise. Donc un crédit à 7 ans est financé par un stock de dépôts qui pourrait être retiré. La caractéristique des dépôts lorsqu'ils sont rémunérés, si les taux montent, ils arrivent à échéance plus vite que le crédit qui lui reste sur 7 ans. Je comprends. Et donc, on a une première période où c'est handicapant. C'est-à-dire que la remontée des taux fait remonter plus vite le coût de la ressource que le coût des emplois parce qu'il a une durée plus longue. Et ensuite, la hiérarchie se remet en place et les ressources sont rémunérées sur des durées courtes, donc à des taux plus bas, et les emplois sur des durées plus longues et les crédits sur des durées plus longues, donc à des taux plus élevés. Et on reconstitue la marge nécessaire pour financer le risque, la transformation de ces durées et les risques de liquidité. Donc c'est vrai, pour une banque, la courbe des taux et des taux positifs, j'allais dire économiquement sains, c'est-à-dire plus c'est long, plus c'est risqué, plus c'est rémunéré, c'est ça la base. C'est ça la base. Le b.a.-ba de l'économie et des taux, c'est ça. C'était. C'était. On a cru l'oublier pendant quelques années. Oui. Donc on va y revenir. Ouais. Et donc il va y avoir une première période un peu difficile, et ensuite ça va reconstituer un bilan plus sain au niveau des banques. Et l'inflation là-dedans, elle intervient comme quelque chose de plutôt sympathique pour les banques ou quelque chose de plutôt complexe à gérer ? Ça va être lié au taux. Ça va être lié au taux, oui, voilà, c'est ça. C'est la façon dont... C'est vraiment le lien entre les deux. Dont les taux vont remonter. Ça veut dire, donc, le sujet bancaire européen reste aujourd'hui le même, avec en plus des conditions prudentielles qui empêche, et c'est là où on peut se rapprocher des télécoms, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait à ce moment-là, puisque continent largement bancarisé, il faudrait que les banques puissent grossir par croissance externe. C'est ça en fait le sujet aujourd'hui qui leur permettrait d'avoir des fondamentaux un peu plus solides. Elles ne le peuvent pas parce que concrètement, les conditions prudentielles l'interdisent. Sur les banques européennes, le marché, il est ce qu'il est, et il ne permettra jamais de faire des grandes opérations. Donc on va travailler les coûts, on va travailler des optimisations, on va travailler à la marge, mais ce ne sera pas à l'agonie, et ça restera des entreprises avec des possibilités de croissance. Mais évidemment, on va les classer dans une catégorie qui ne sera pas celle d'un marché B2C, worldwide, ou de Toulouse, je peux attaquer le monde entier. Alors. D'accord ? Mais avec un autre handicap qui pénalise beaucoup de gens et qui fait peur, c'est la taille du bilan d'une banque pour faire ce résultat-là versus une entreprise qui est dans le digital, qui est worldwide, qui fait un résultat supérieur et qui n'a pas de bilan et qui n'a pas de risque porté. Donc ça restera un handicap fort sur les banques. Je ne veux pas dire de bêtises, Nicolas, mais la taille du bilan de BNP Paribas, c'est le PIB de la France. Oui, c'est ça. Voilà, pour se donner une idée de... Non, c'est du lourd. Et puis, c'est du lourd. Et vous savez, moi je classe, il y a quatre tailles de banques, 4 types d'acteurs. Donc, on a les grosses banques régionales. Arkea est une belle banque qui a sa propre taille. Filiale du Crédit Mutuel, Arkea. Filiale du Crédit Mutuel. Et qui a tout à fait sa place et sa performance. Vous avez les banques qui sont entre 50 et 100 milliards en termes de fonds propres, dont BPCE est dans cette taille-là. Et puis après, vous commencez à changer de catégorie. Et vous avez celles qui sont au-dessus de 100 milliards. Là, on touche BNP Paribas et Crédit Agricole box dans cette catégorie. Crédit Agricole a fait une année quand même complètement incroyable. Et donc, tes catégories de banques ? Et ensuite, et la dernière catégorie, c'est ceux qui sont autour de 200 milliards. Et ceux-là tiennent vraiment le haut du pavé. Et ça, c'est les Américains. Et ça, c'est les Américains. Et ceux-là, ils jouent worldwide. Ils sont capables d'allumer un réacteur, d'en enfermer un autre, d'aller sur tel pays, de jouer. Ils ont beaucoup plus d'effets de levier. Donc, ils jouent sur des masses
vraiment extrêmement considérables, des fonds propres considérables, et ils tirent tout le temps le marché. Il montre quand même qu'on peut avoir un retour sur investissement, une rentabilité des fonds propres quand même très élevée. Est-ce que c'est un sujet de souveraineté qu'il n'y ait pas une seule banque européenne qui puisse jouer dans cette catégorie-là, Nicolas ? Non. De souveraineté, non. De souveraineté, ouais. Non. De souveraineté, on a parlé à un moment de... BNP Paribas est un Champions League quand même, hein, en termes de performance, de qualité, d'acteurs, etc. Mais on est très loin des très gros Américains, et qui, eux, ont une capacité de générer du résultat, parce que dès que les réacteurs s'allument un peu, pour les raisons que j'évoquais de taille, ça profite à des masses considérables et ça génère des résultats incroyables. Pourquoi est-ce que, dans ces conditions-là, et restons sur les banques européennes, elles ne vont pas... Là, je lis des choses absolument passionnantes autour des paiements. C'est-à-dire, il se passe vraiment, il y a une espèce d'effervescence autour des paiements. Il se trouve que... Le directeur général de BNP Paribas l'année dernière était venu nous raconter le lancement de cette initiative européenne des paiements, 30 banques européennes pour essayer de se passer de Visa et de Mastercard. C'est vrai, là tu as un intermédiaire qui te pique 1% de commission, pourquoi faire ? Voilà. Tu te rends compte que ça avance pas, que ça bouge pas, que c'est englué, c'est dans des marais. Ça va se faire, Stéphane. Ça va se faire, mais Stripe va 3 fois plus vite. Je lisais dans les Échos une interview provocatrice d'un jeune gars là, qui dit « Mais moi, je vais défoncer toutes les banques 3 fois plus vite. » C'est sûr. Mais sauf que la réalité pour le moment, c'est que tous ces acteurs pèse pas grand-chose. Même Stripe sur les paiements, par exemple, même en Europe, continentale. Non, Stripe, c'est pour l'instant. C'est aux États-Unis. Non, oui, c'est aux États-Unis. Donc parce que le système de paiement, on peut faire le lien avec la crypto-monnaie. Hein. Le système de paiement on finira avec ça, la crypto. Il existe, il est là, il fonctionne, mais il coûte cher. Il coûte cher. Non, mais il coûte cher. Donc, le chiffre que donne ce jeune gars, là, j'ai oublié sa start-up, c'est 700 milliards prélevés quand même en Europe Alors, comme je disais, dans la stratégie de toutes les banques, il y a toujours le volet économie des coûts de structure et préserver les commissions. Les banques européennes n'ont pas le choix. Ce projet va aboutir. Ouais. Alors, il va aboutir peut-être pas avec les 30 banques pour démarrer. Mais quand Mastercard a été créé, ou Visa, ça ne s'est pas fait avec tous les acteurs. Ça s'est fait avec quelques-uns qui ont tiré, les autres ont rejoint. Donc il y a une vraie volonté en France, il y a une volonté en Allemagne. Les Espagnols s'interrogent un peu par rapport à leur système. La difficulté, c'est ceux qui viennent de faire des investissements. Ils disent, vous êtes gentils, moi je viens de beaucoup investir, vous me demandez de tout débrancher, de recommencer dans un projet. Et en plus, il va falloir qu'on se mette d'accord à 30. Donc c'est ça la difficulté, mais personne ne conteste le fait que c'est un beau projet européen qui doit se mettre en place et qui va être gagnant-gagnant pour tout le monde, qui va réduire les coûts, permettre de réduire les marges et de préserver donc le poids des banques. Donc ça va se faire avec quelques leaders. Il y a déjà une réunion qui est prévue dans le calendrier. Ouais, je sais, mais je te dis, l'interview qu'on avait eue avec le directeur général de BNP Paribas était... On a l'impression qu'on a du mal à avancer. J'ai juste un chiffre pour vous voir de quoi on parle. Boston Consulting Group dit le marché des paiements va doubler de taille d'ici 2030 pour atteindre les 3 000 milliards de dollars. Ça, c'est le flux, c'est pas le... Ouais, mais enfin, ça veut dire que tu as... La base. Voilà, tu as... Oui, mais il y a... Non, mais c'est vrai, c'est un... Et donc, pour toi, elles ne sont pas à côté, elles ne sont pas à l'écart de toute, justement, la dynamique fintech dont tu dis... Elles vont piquer la valeur. Là, aujourd'hui, encore une fois, 99% des flux passent par là, soyons sérieux. Ils se passent par les systèmes bancaires classiques. Par contre, moi qui suis passionné des fintech en général et des françaises en particulier, j'en ai suivi 400, 450 en France. 400 à 450. C'est un formidable aiguillon. C'est une machine, alors elle prospère plus ou moins toutes, mais c'est sûr que ça a bousculé, ça oblige les banques à accélérer. Mais sur le système de masse et la sécurisation et les investissements que ça représente. D'ailleurs, beaucoup de fintech repassent par les infrastructures classiques. Bien sûr. Il faut pas se leurrer. Enfin, repassent par les infrastructures classiques où sont rachetés, alors là ça devient technique, mais sur les systèmes de compensation, où sont rachetés par des banques classiques, ce qu'a fait la Société Générale par exemple avec Trésor, etc. Voilà. Exactement. Donc ça bouscule, ça contribue. Et ce nouveau système de paiement les banques vont mettre en place. Attends, ça veut dire, Nicolas... Les néobanques, elles sont principalement sur ces histoires de paiement. Combien gagnent de l'argent
pas beaucoup. En général, elles perdent 2 fois leur chiffre d'affaires, quand même. Même les N26, même les grosses. En particulier N26. En particulier N26. Donc, et Revolut, voilà, j'ai oublié l'autre. Et Revolut, N26 et Revolut perdent, je force le trait, mais c'est ça l'idée, 2 fois leur chiffre d'affaires. Donc, aucune ne gagne de l'argent, et je dis qu'en Europe continentale, globalement, elles ne gagneront pas d'argent. Parce que, et c'est un juste retour aux contraintes qu'on impose aux banques, aux contraintes réglementaires, de fonds propres, les milliards qu'il faut investir pour sécuriser les dispositifs, l'argent se gagne si vous avez les autres produits. Et d'ailleurs, toute la stratégie, c'est de savoir si un Revolut ou un N26 peut basculer de moyens de paiement intelligents où je perds de l'argent à capter un maximum de clients et à devenir une banque. Donc, néobanque. Et là, je repense sans arrêt à ce que m'avait dit un jour Frédéric Oudéa, qui, sur cette question-là, m'avait regardé quand même avec un petit sourire en disant « Et vous, monsieur Soumier, là, votre vrai argent, à la fin, vous le mettrez où ?» Et c'est vrai qu'à la fin, tu le mets chez BNP ou à la SocGen, quoi. Voilà. Et nous, quand on monte cette boîte, voilà. Oui, évidemment. Mais vous pouvez utiliser. Alors, attends, parce que le temps tourne très vite. Non, mais vous pouvez utiliser des outils. Tous ceux qui nous écoutent peuvent utiliser des outils de fintech qui amélioreront tel ou tel process. Leurs gamins sont sur Lydia toute la journée, donc tout à fait. Et qui, au bout du bout, n'empêchent pas d'être bancarisé principal dans une grande banque. 2 questions rapides et il nous reste 5 minutes. Ça veut dire d'abord que les GAFA n'iront pas sur la banque. Parce que la menace, ça pourrait être ça. Tant que c'est des fintechs qui s'amusent dans leur bac à sable, ok. Si à un moment, c'est bim. Les GAFA vont travailler l'idée de leur monnaie. C'est très simple. Les GAFA se disent, moi, j'ai déjà 2 milliards. J'ai déjà 2 milliards de clients. Dans mes fichiers, j'ai 2 milliards de personnes. Si j'en ai un tout petit pourcentage qui utilise ma monnaie ou mon système de paiement, voilà, c'est captif, mais ils vont pas. Ça n'a rien à voir avec devenir une banque et faire du crédit, faire des moyens de paiement. Alors ça nous amène sur la dernière des questions, qui est justement le monde des cryptos. Il y a donc effectivement, on va presque dire ces cryptos privés là, ces jetons, ces tokens, etc. qui se développent. Et puis il y a Bitcoin. Et là, il y a pour la première fois quand même le Conseil de stabilité financière, donc émanation du G20, s'inquiète. Et là, c'est là que je trouve que c'est intéressant de pas dépendance, interopérabilité, on va dire ça comme ça, de plus en plus, interconnexion entre le monde du Bitcoin et donc des cryptos qui bougent beaucoup et le monde bancaire traditionnel. Et là, je crois, comment il s'appelle ? Il s'appelle le FSB d'ailleurs, c'est bon. Ouais. En ce moment, c'est pas génial comme initial, mais donc, le FSB dit, là, on commence à avoir un sujet. Comment est-ce que tu regardes ça, toi ? C'est 1500 milliards à peu près aujourd'hui. Donc rien du tout. Donc rien du tout. Mais oui, mais c'était 3 000 milliards il y a 6 mois, ce sera peut-être 6 000 milliards dans 6 mois. Et c'est toujours, à l'échelle de la planète, c'est toujours rien du tout. C'est toujours rien du tout. Alors, première remarque, donc ça existe. 5 minutes, hein. Oui. Ça existe, et donc il n'y a pas de déni, il ne faut pas le balayer d'un revers de main, il n'y a pas d'arrogance vis-à-vis des bitcoins et de la crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, c'est rien du tout à l'échelle de moyens de paiement. Deuxièmement, la seule valeur d'usage que je vois, c'est sur les transactions internationales, ça réduit les coûts. Donc, vous voulez envoyer de l'argent à votre famille en Afrique, c'est bien moins cher que Western Union. La réalité, c'est que sur les sommes qu'on vient d'évoquer, 99%, pour ne pas dire 99,9%, je vais être prudent, je vais dire 99%, c'est purement spéculatif. 99% des gens qui ont du Bitcoin ne l'utilisent pas en moyen de paiement. On est d'accord. Et n'en attendent que du rendement. Et n'en attendent que du rendement. Tout à fait d'accord. Et tuons tout de suite l'idée que c'est un beau rendement. Le Bitcoin, c'est parti de zéro et c'est de monter jusqu'à 60 000. C'est parti de zéro, donc effectivement, ça a créé beaucoup de valeur. Mais si vous prenez sur les 5 dernières années, c'est très spéculatif. Très spéculatif. Et beaucoup de gens ont perdu de l'argent. On peut s'amuser à dire il y a eu des grandes fortunes, mais enfin, il y a beaucoup de gens surtout qui ont perdu de l'argent. Donc, c'est pas vraiment un moyen de paiement. C'est surtout un outil spéculatif de type valeur refuge avec tous les aléas que ça représente. C'est surtout pas une monnaie. Oui, mais moi, mon sujet, c'est pour la stabilité financière. Moi, mon sujet, c'est est-ce que, avec Wall Street qui se met à côté des indices, alors ETF sur le Bitcoin, avec Goldman Sachs qui conseille ses clients sur le Bitcoin, avec les grandes banques et alors nos banques européennes pour l'instant restent un peu à l'écart, mais combien de temps ? Est-ce que là, on n'a pas le gisement de quelque chose qui pourrait déstabiliser le système bancaire. Voilà, c'est ça mon sujet. Non, je le crois pas. Hein, je le crois pas. C'est réglementé. À partir de quel montant ? Parce que tu me dis 3 000 milliards c'est peanuts, 6 000 milliards c'est peanuts. Oui, à partir de la planète. À l'échelle de la planète. On n'est pas sur la France. À partir de quel moment on s'inquiète ? 20 000, 30 000 milliards ? Il n'y aura pas.
Il n'y aura pas, parce que par construction, pourquoi il y a cette valeur et que c'est monté, il n'y a pas d'émission de Bitcoin. Enfin, il y en a encore quelques-uns là. Encore quelques-uns à émettre. Le jour où on va dire, on va doubler la taille du marché des bitcoins, parce que par rapport à ce qui est émis, on a saturé. Ouais. Les gens comprennent, hein. Ouais. Il y a un nombre. Oui, 21 millions, voilà. À un moment, ça va s'arrêter. Il y en a un nombre limité. Hein. Ouais, si demain on dit, tiens, on va passer de 21 à 40, à 50, à 60, ça va se diviser. La valeur va se diviser par 3, par 4 ou par 5. Et puis, visiblement, tu ne peux pas. Enfin, le protocole a prouvé sa solidité. Et par construction, on ne peut pas. Donc, voilà, il y en a 21, et il n'y en a pas 40, il n'y en a pas 50. Mais oui, donc, ce sera on l'a raconté 100 fois, les tulipes hollandaises. Il y en a 21, mais la valeur d'un seul peut atteindre des niveaux stratosphériques si jamais les gars commencent. Regardons par rapport à l'épargne française. Combien représente j'ai dit qu'à hauteur de 99%, c'était que des produits refuges sur l'ensemble de la planète. En France, 8% des Français en détiennent. Oui, mais ça représente 0,1%. Heureusement, 0,1% de leur épargne. Bon, à l'arrivée, Nicolas, rien de neuf en fait. Hein, voilà, une belle année pour les banques. Une belle année qui change pas la donne. Qui change pas la donne stratégiquement, mais qui montre que tous les effets de levier ont été utilisés. Et n'oublions pas au bout du bout que c'est Henri de Castries qui avait utilisé cette expression. Hein, notre système bancaire, c'est vital. N'oublions pas quand même que c'est lui qui irrigue tout le corps humain de notre économie. Et donc c'est fondamental que quand l'économie se passe bien, ils en profitent. Quand l'économie est plus compliquée, les banques évidemment souffrent. Mais les banques françaises, européennes et françaises en particulier, je le dis, je le répète, sont saines. Nicolas Mérindol était avec nous sur Bismart. Et on repart les amis, on repart avec Nicolas Motis, professeur à l'École Polytechnique. Salut Nicolas, professeur et chercheur au sein du département Management de l'innovation et entrepreneuriat, donc département Management de l'innovation et entrepreneuriat à l'École Polytechnique. Alors, et tu travailles depuis combien de temps sur, donc on va parler de l'ESG, de l'ISR, depuis combien de temps? 20 ans Nicolas? Ça fait quasiment une grosse quinzaine d'années, donc on n'est pas loin des 20 ans, mais c'est pas encore complètement 20 ans. Tu parlais de ESG quand personne ne parlait de ESG, quoi. Quand ça faisait un petit peu bizarre, on parlait même pas de ESG à l'époque. Ouais. Bon, alors donc l'histoire, alors c'est pas pour ça que je t'avais appelé d'ailleurs, mais pour le coup ça arrive sur un plateau. Donc je le disais en titre, on va voir d'ailleurs le titre magnifique de ma consoeur, Le Grand Méchant Loup et la maman des cochons, je crois que c'est ça son titre. Voilà, le loup de Wall Street et les mamans cochons. Donc le loup de Wall Street, c'est Carl Icahn. Je la fais très très courte d'ailleurs, Bertil Bayard le rappelle dans son papier, quand Oliver Stone tourne ce film extraordinaire qui s'appelle Wall Street en 86. Donc il invente ce personnage de Gordon Gekko qui dit greed is good, le seul moteur de la vie économique c'est l'avidité. En fait il prend modèle sur Carl Icahn. Et voilà donc ce Carl Icahn 40 ans après qui attaque McDonald's, demande 2 sièges au conseil d'administration, prend même alors une participation très très faible, mais enfin c'est Carl Icahn, voilà, donc tout le monde tremble. Pourquoi? Parce qu'il ne tolère pas la façon dont les truies, qui donneront derrière les petits cochons qui feront le bacon des hamburgers de McDonald's, il ne tolère pas la façon dont ces truies en fait sont élevées, la façon dont la gestation de ces truies, cette gestation se fait en cage. Et Carl Icahn, visiblement influencé par sa fille, juge ça inacceptable. Je me suis dit, Nicolas, qu'on ne pouvait pas avoir plus beau symbole. Ouais. Visiblement, il est sincère là-dessus, Icahn. Hein, voilà, c'est du retournement total qui est en train de s'opérer sur la planète finance. Et c'est ma première question, c'est... Alors, on a les flux, hein, d'ailleurs, j'ai noté, c'est Bertil qui d'ailleurs donne ces chiffres. Selon Morningstar, donc organisme qui fait autorité, les fonds estampillés ESG ont attiré 64% des flux européens au dernier trimestre 2021. Alors, ce n'est pas un retournement complet. Hein. Je pense que c'est un complément à des pratiques financières qui persistent, parce que je ne pense pas que Carl Icahn mette complètement son mouchoir sur ses objectifs de TRI. Mais ce qui est intéressant... C'est ma question. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois probablement en attente de fortes performances financières et qu'il ajoute à ces performances financières des objectifs extra-financiers. Et on peut le voir de façon cynique. Moi, je le vois plutôt de façon sympa, parce que qu'il y croit ou pas, à la limite, on peut imaginer que ça aura un effet positif sur la qualité de vie de ces cochons. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Oui, ça, c'est sûr. Mais ma seule question, Nicolas, elle est là. Et d'ailleurs tu l'expliques très bien dans les différents papiers que tu écris. La grande rupture, c'est qu'effectivement l'ESG est devenu rentable. Ouais.
On peut le dire, ça. L'ESG a toujours été, en fait, compatible avec la rentabilité. L'ESG en tant que tel n'est pas forcément rentable, mais le point clé, ça c'est un point très très important dans les travaux, c'est qu'on peut tout à fait être à la fois rentable et performant sur le plan ESG. Mais l'ESG en tant que tel n'est pas rentable. Alors ça, c'est peut-être aussi... Je ne comprends pas la différence. Mais la différence, c'est que ce n'est pas parce qu'on a de la bonne performance extra-financière qu'on va forcément avoir de la performance financière. Ah oui, mais moi, c'est la performance financière qui m'intéresse. Voilà, donc ça, c'est le point clé. Enfin, qui intéresse Carl Icahn. mais c'est pas le seul. Voilà. C'est qu'on peut tout à fait maintenant avoir de la performance financière et du coup, en même temps, intégrer des objectifs extra-financiers sans forcément détruire la performance financière. C'est ça le point de rupture majeur dans les concepts, c'est que pendant longtemps, les financiers pensaient que s'ils faisaient autre chose que du risk-return, ils allaient dégrader le risk-return. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup acceptent, y compris Carl Icahn, de rester sur des risk return et d'associer à ça des objectifs environnementaux, sociaux. Donc c'est ça, le vrai changement récent, c'est cette acceptation de la combinaison des deux. Alors qu'avant, on opposait les deux en disant que c'était soit l'un, soit l'autre. Et ça veut dire que aujourd'hui, le moteur qui nourrit l'ensemble de ces investissements ESG, c'est en fait la bonne vieille avidité de Gordon Gekko en 1986. Alors, pareil, on peut prendre les choses de cette façon-là, ce qui est un peu cynique, je trouve. Mais c'est pas cynique, c'est efficace. Alors, je continue à penser que greed is good, moi, tu vois. Oui. Voilà. Oui, alors ce qui conduit à ça, c'est effectivement le fait que ça peut aussi être une source de rentabilité, mais ça ne l'est pas systématiquement. Et certains, d'ailleurs, se rendent compte lors d'éclatement de bulles sur des fonds verts, par exemple, on s'aperçoit que la rentabilité n'est pas là. Donc, le jeu est plus ouvert qu'il ne l'était encore il y a quelques années, mais il n'est quand même pas totalement clair, le jeu. Il n'est pas encore complètement établi, quoi. Comment est-ce que les éléments se structurent ? C'est-à-dire, entre prise de conscience, pression des clients, pression des autorités réglementaires, et puis ce qu'on vient de décrire, l'idée d'une bande de gars qui se disent « mais en fait, c'est là qu'il faut se faire du pognon maintenant », où est-ce que tu places les équilibres ? Alors, ça dépend des sujets ESG. Si on parle des sujets ESG, il y a des sujets ESG sur lesquels il y a eu une vraie prise de conscience, notamment par rapport au climat. Si on prend le climat, ça a été absolument majeur depuis quelques années. On a eu tous les accords successifs, les COP, les accords de Paris notamment, qui ont déclenché vraiment des changements majeurs chez les investisseurs. Le climat, c'est peut-être le sujet qui a bougé le plus ces dernières années. Il y a d'autres sujets sur lesquels on voit apparaître des thématiques assez fortes. Si je reste dans le domaine environnemental, la biodiversité, on sent que ça va être un sujet majeur dans les années qui viennent, mais on est encore très en retrait par rapport au sujet climat. Sur le social, sur le bien-être animal, c'est pareil, il y a des percées, mais on est encore très... Parce que c'est le climat qui donne la rentabilité finalement. Alors, c'est le climat qui, derrière, permet de baisser, on en parlait, le coût du risque, lié à l'ensemble de ces investissements. Le climat, surtout, une des façons de l'intégrer pour les financiers classiques, ça a été de l'intégrer pour ne pas détruire leur rentabilité. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a eu toute la thématique de ce qu'on appelle les stranded assets, donc les actifs échoués. Beaucoup d'investisseurs se sont dit, si on a dans nos portefeuilles des actifs avec, par exemple, de l'énergie à base de charbon, dans quelques années, ces actifs-là vont être complètement dépréciés, donc on va y laisser des plumes, quoi. Et donc, c'est par la réduction du risque que le climat est beaucoup rentré dans les raisonnements des financiers classiques. Après, il y a d'autres leviers. Effectivement, il y a des leviers liés à la réglementation. Quand on commence, par exemple, à parler de marché carbone, derrière le marché carbone, il y a des coûts très importants pour les entreprises, pour les investisseurs. Et donc, si on n'anticipe pas ces coûts dans ses choix d'investissement, on peut se retrouver aussi avec des performances moins bonnes. Et puis, il y a tout un débat de société qui est aussi important. C'est que beaucoup de clients, d'ONG, de citoyens sont sensibles aux émissions que réalisent les opérateurs, les financiers industriels, et donc ils demandent de plus en plus de comptes aux entreprises, soit par les mécanismes actionnariaux classiques, soit par des campagnes de presse, par des actions publiques. Donc il y a l'aspect performance, l'aspect régulation, mais l'aspect société civile est aussi un aspect très très important. Et qu'on va voir donc là, à l'occasion des assemblées générales du printemps. Donc on a, pour la première fois, l'année dernière, il y a eu 2, je crois, résolutions climat, alors on appelle ça Say on Climate, 2 résolutions climat, mais plus subies que vraiment promues par les entreprises. Et là, d'après ce que j'ai lu, on a Vinci, Atos, Total, Amundi, Safran, Veolia, Engie, qui vont demander à leurs actionnaires de se prononcer sur,
en fait leur trajectoire carbone. C'est ça, le Silent Climate. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le Silent Climate. Ça, c'est un Silent Climate qui est structuré par ce que les entreprises proposent au marché, à leurs actionnaires. Mais juste avant, le petit point d'historique qui est intéressant, c'est que un des facteurs qui a accéléré ça, notamment en France, c'est une coalition d'actionnaires qui, en 2020, donc ça, il y a déjà 2 ans, ont réussi à faire passer une résolution climat. Donc là, ce n'était pas un Silent Climate proposé par l'entreprise, c'était un Silent Climate proposé par des actionnaires. Tout à fait. Qui n'étaient pas satisfaits de la trajectoire annoncée par le groupe Total Énergie, en l'occurrence c'était Total, et qui ont dit nous on propose une résolution, alors avec des mécanismes juridiques un peu particuliers, mais pour que Total soit plus ambitieux sur ses objectifs climat, et notamment présente une stratégie qui soit alignée avec l'accord de Paris. Et ça a été un facteur qui a vraiment secoué le paysage, parce que cette résolution, elle a recueilli pratiquement 17% de votes favorables. Alors on peut dire c'est rien, mais c'est quand même beaucoup. Et à ces 17%, on peut ajouter 11% d'abstention à l'époque. Donc il y a à peine 2 ans. Et ça a été vraiment un élément très important, notamment pour les dirigeants d'entreprise, qui se sont dit, tiens, en fait, maintenant, on peut se retrouver face à des actionnaires qui nous demandent des performances climat qu'avant, on n'avait pas forcément l'obligation de produire. Et là, on a quelque chose de passionnant sur lequel tu travailles, c'est-à-dire des actionnaires qui eux-mêmes s'expriment, alors pardon pour le terme technique, mais à travers des proxys, c'est-à-dire des gens en fait à qui ils délèguent leur vote. Et là, on se retrouve en fait avec de vrais activistes qui ont entre les mains des actionnaires qui n'ont pas envie en fait qu'on vienne les chercher avec ça, donc qui leur délèguent leur vote les yeux fermés. Et là, on se retrouve... je veux dire, c'est comme ça que Pouyanné, en partie, m'a raconté l'histoire, tu vois. Et là, on se retrouve, en fait... Non, mais je trouve que c'est extraordinaire, parce que les armes du capitalisme, en fait... Enfin, c'est toujours ça la question, ça date de Lénine. Ils nous vendront la corde pour les pendre. Des activistes qui arrivent à utiliser les armes du capitalisme pour changer le monde. Alors, il faut s'entendre sur le terme activiste. Parce que dans activiste, on peut associer... qui vont très très loin dans les exigences, on va le dire. Voilà, c'est ça. Qui vont assez loin, mais qui peuvent être des investisseurs absolument classiques, très classiques, très mainstream, comme on dit dans le langage financier. Donc, ils sont des investisseurs très classiques, mais qui ont eux-mêmes un agenda climat assez fort, qui se sont engagés vis-à-vis de leurs asset owners, donc des gens qui leur confient des fonds, à respecter des trajectoires liées à l'accord de Paris, et qui, quand ils se retournent vers les entreprises dans lesquelles ils ont investi, disent nous, on a un engagement climat vis-à-vis de nos asset owners, nos détenteurs d'actifs. On vous demande de proposer des stratégies qui nous permettront de respecter cet engagement. Donc eux-mêmes ont un engagement climat assez fort. Et derrière ces activistes, alors le cas de Total est intéressant parce que Patrick Pouyanné, c'est une personnalité, il est souvent assez vocal sur ces opérations-là. Et je trouve qu'il est d'une transparence extraordinaire. Oui, mais en l'occurrence, le point négatif, c'est que je pense que sur l'analyse de cette résolution, dans ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, il a tort. Le point positif, c'est qu'il a beaucoup évolué depuis. C'est-à-dire que ce type de résolution, chez Total, mais comme dans beaucoup d'autres entreprises, contribue à faire changer la vision des choses du point de vue des dirigeants. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui par les mécanismes du capitalisme classique. L'actionnaire vote et s'exprime. Alors, je comprends bien comment est-ce que le climat, et on vient de le décrire, peut effectivement donner derrière du rendement actionnarial. La gouvernance, c'est une évidence. C'est vieux, le social même, enfin, on est à l'heure de la grande démission, si tu ne prends pas soin de tes salariés, tu vas avoir des problèmes. D'autres critères derrière, tu as cité la biodiversité par exemple. Moi, je dis très franchement, me pose problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de prendre la totalité ? Est-ce que c'est forcément un package d'injonctions qui pèsent sur les entreprises et qui, à un moment, vont devenir quand même très très lourdes ? Alors, ça peut être très lourd, mais c'est aussi ça peut être aussi une façon de préserver, de moderniser, de protéger le business model. Et donc, est-ce que c'est le package ? Pas forcément, c'est pas le package, mais en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est 2 choses. C'est que les minima augmentent partout, c'est-à-dire sur toutes les dimensions ESG, les minima en termes de performance à délivrer augmentent. Ce qui va plutôt dans le bon sens, à mon avis, d'un point de vue citoyen, c'est plutôt une bonne chose. Et puis le deuxième élément clé, c'est que ces facteurs ESG, ils ont une dimension sectorielle très forte. C'est-à-dire que si on est dans l'énergie, on ne va pas du tout avoir la même pression sur les facteurs environnementaux que si on est, ou sur le type de facteurs environnementaux que si on est dans l'agroalimentaire. Je comprends. Donc la dimension sectorielle reste extrêmement présente, ce qui pose d'ailleurs le problème de l'analyse et de la notation, parce qu'on a des choses très très ad hoc selon les... On va y aller, mais avant, c'est une notion effectivement qui est importante et sur laquelle on aurait dû venir plus tôt. Alors, elle est au cœur, nous, de notre démarche éditoriale, puisqu'on a une émission qui s'appelle Impact. Ouais. C'est-à-dire ça aussi, ça a été un shift important. Ouais, très important. En fait, on investit pour essayer d'améliorer en fait la marge des boîtes. C'est ça le truc. Nicolas. Et ça, c'est un point majeur, c'est que pendant longtemps, on s'appuyait uniquement sur des notations ESG pour sélectionner des titres et constituer un portefeuille, ce qui est très bien, mais en faisant ça,
on a les mains propres facilement, je dirais, pour être un peu vulgaire, mais on constitue un portefeuille qu'avec des titres bien notés. C'est pas ça qui va régler les problèmes de la planète. Si on veut régler les problèmes de la planète, à la limite, aujourd'hui, il faut accepter d'investir dans une entreprise qui produit, je reprends l'exemple du kilowatt avec du charbon, et avoir avec cette entreprise un dialogue actionnarial, un accompagnement dans le temps qui va l'amener à changer son mix énergétique et à transformer son mix charbon par du mix renouvelable. Et ça, c'est la recherche d'impact qu'on peut faire notamment au travers de l'engagement. Et aujourd'hui, effectivement, le vrai enjeu, je pense, d'un point de vue global, pour les entreprises et pour nos sociétés, c'est de passer effectivement à cette logique d'impact, c'est-à-dire d'aller chercher les endroits où on peut vraiment améliorer les performances en termes ESG, que ce soit sur l'environnement, du social, de la gouvernance. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est vraiment clé. Il faut le faire. Est-ce qu'on sait aujourd'hui dans les flux donc qui se dirigent vers l'ESG, les flux qui se dirigent vers, je vais dire, l'ESG à l'ancienne, donc ceux qui cultivent des fleurs bio, et puis les flux à impact qui vont s'investir dans du charbon thaïlandais, quoi. Ça reste encore très faible. C'est-à-dire ce qu'on appelait la finance à impact, historiquement, dans la littérature, c'est vraiment de la finance qui allait même un cran plus loin, c'est-à-dire qui a accepté des arbitrages entre l'impact ESG et l'impact financier, la performance financière. Ouais. Mais ça reste une petite partie de la finance, et au maximum quelques dizaines de milliards d'euros, donc c'est vraiment l'épaisseur du trait. Aujourd'hui, la thématique de l'impact, elle arrive dans la finance mainstream, qui parle beaucoup, alors pour prendre un élément de jargon encore, d'intégration ESG, ce qui veut pas dire grand-chose, c'est-à-dire qu'un financier qui fait de l'intégration ESG, ça veut dire qu'avant de choisir, il regarde un peu la performance ESG et puis il choisit. En fait, il peut regarder juste, comme ça, 10 secondes, ou il peut regarder, gratter, chercher l'impact. Et donc, cette thématique d'impact, elle arrive, mais on en est encore, en réalité, on en est encore très très loin dans la plupart des cas. Parce que beaucoup d'entreprises ne sont pas encore capables elles-mêmes de mesurer leur impact, c'est-à-dire de donner des informations précises, d'avoir des plans d'action. C'est en train d'arriver, mais il y en a encore pour quelques années avant qu'on puisse vraiment mesurer tout ça. Alors, l'autre sujet, c'est quand même le développement d'un marché gris ou même noir. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de décrire fonctionnerait remarquablement bien si en fait il n'y avait pas des pans entiers de l'industrie qui décidaient de sortir des marchés financiers. Et ils vont aller se faire financer par de l'argent privé avec des taux de rendement extraordinaires et continuer on l'évoque, business as usual. Ouais, on l'évoque cette année, notamment avec le secteur oil and gas, donc l'industrie pétrolière, où un certain nombre de fonds ont eu des performances incroyables. Mais il y a toujours le charbon, charbon, pétrole, même gaz. On va voir en plus ce qui se passe en ce moment. Mais il y a toujours eu ça associé à la finance. Quand on regarde l'histoire de la finance responsable, quand les premières initiatives ont été lancées dans ce domaine, il y a eu en même temps des financiers qui ont dit « moi, je vais faire des sin stocks », donc des fonds du péché, dans lesquels je vais mettre que des activités que condamnent mes financiers responsables voisins. Donc, je vais mettre de l'armement, de l'alcool, de la pornographie, du tabac, et je vais vous montrer que ça, c'est hyper rentable. Donc, je dirais, ce phénomène de free riding ou de passagers un peu clandestins en dehors des enjeux de société, il a toujours existé à côté de la finance responsable. Maintenant, est-ce qu'on doit structurer notre management financier par rapport à ces quelques profiteurs ponctuels? Je ne pense pas. Tant que ça reste quelques profiteurs ponctuels, Nicolas, c'est ça le problème. Ils sont nombreux et ils gagnent beaucoup. Ils sont nombreux et gagnent beaucoup et ça va se développer. Oui, mais c'est un peu le système du groupe qui danse avec une chaise de moins que le nombre de participants. C'est-à-dire qu'ils font tous le pari qu'ils réussiront à s'asseoir avant. C'est ça. et donc, dans le temps, quand même, il y en a un... J'ai lu ça dans une de tes communications, c'était très très bien, où c'était le train et tu penses toujours que tu vas être celui qui va réussir à sauter du train le plus tôt. À sauter avant le ravin. Ouais. Et, beaucoup arriveront à sauter avant le ravin, mais quelques-uns vont vraiment tomber dans le ravin. Et donc, je ne leur souhaite pas, parce que ce n'est pas dans notre intérêt. Et toi, tu n'imagines pas que justement, à un moment, ce hors bilan, hors marché, deviennent plus importants et prennent des proportions plus importantes que la finance de marché régulée ESG? Non, je ne pense pas, parce que sur ces activités-là, qui sont les activités mal notées, entre guillemets, sur le terme ESG, non, parce que fondamentalement, les activités mal notées, alors c'est peut-être c'est le verre à moitié plein. Moi, j'essaye d'être optimiste. Ça fait 15 ans que je travaille là-dessus. Donc, pendant longtemps, on nous expliquait qu'on rêvait en travaillant là-dessus, et je ne pense pas, en fait. Dans la durée, les business models qui ont de mauvaises notes ESG ont quand même une pérennité qui mérite d'être discutée. Et donc, je pense que pour un investisseur sensé, il vaut mieux parier sur de l'engagement, de l'impact, des business models pérennes, que faire des coûts qui peuvent être très profitables, mais qui sont des coûts, je pense, assez limités dans le temps. C'est Bertrand Badré, l'ancien directeur général de la Banque mondiale, que tu connais très très bien, qui dit, en fait, il faudrait à un moment se dire qu'il doit y avoir un write-off, suppression, de l'ensemble des valorisations qui sont appuyées sur des réserves
que logiquement, on ne pourra donc Rio Tinto, mine de charbon, bah non, tu ne pourras pas aller le chercher de toute façon ton charbon. Ouais. Saoudi Aramco, on se retrouve là avec des dépréciations qui peuvent être des dépréciations majeures quand même. Majeures. Et il y a d'autres leviers pour décourager ce type d'investisseurs, c'est la régulation. On en parlait, je reviens sur un exemple de régulation classique, les marchés carbone. Moi, j'explique, je travaille avec pas mal d'industriels qui innovent, qui ont des gros investissements. Je leur dis toujours, dans vos plans d'investissement et dans vos études de rentabilité, mettez un prix du carbone pas à 60 ou 70 euros, mais mettez-le à 150, 200 euros et vous verrez que ça va transformer vos choix techniques. Tout à fait. Et donc ça, si la régulation pousse dans ce sens-là, avec le carbone aux frontières en Europe, etc., enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent accompagner des business models un peu plus vertueux. 3 minutes, il nous reste 3 minutes. Les notations, enfin là pour le coup, c'est un petit peu le choc quand même, en tout cas pour moi, autour de l'affaire Orpea. Ouais. Très très bien noté. Et je réalise un article des Échos, j'ai déjà cité, qui m'a passionné. Tu as 20 analystes pour à peu près suivre 1 millier de boîtes dans une agence de notation dont j'ai oublié le nom. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Parce que c'est ça qui tient tout ce qu'on vient de décrire pendant un quart d'heure, là, Nicolas. Alors, c'est une partie, effectivement, on s'appuie beaucoup sur l'information extra-financière, qui est aussi fragile que l'information financière. Plus. Alors, j'ai l'impression qu'elle l'est plus. Elle est plus jeune aussi. C'est-à-dire, elle est plus jeune, et pendant très longtemps, ces agences de notation extra-financière n'ont pas trouvé leur business model. C'est-à-dire, on le voit, elles ont toutes été rachetées par des acteurs de la finance classique. Et donc, elles ont toutes des enjeux très forts en termes de méthode, de moyens, de façon d'appréhender les sujets, de critères. Mais c'est pas uniquement de leur faute. Moi, je dois dire que je suis un peu étonné par l'espèce d'halalie qu'il y a en ce moment sur les agences de notation extra-financière. Alors, c'est vrai que le cas d'Orpea fait particulièrement mal, mais ça arrive. Je veux dire, ça arrive que dans un système, il y a un dysfonctionnement. Ce qu'il faut, c'est il y a beaucoup, tu vois, par exemple, alors là aussi, c'est une boîte française en plus, entrepreneur formidable, qui s'appelle Ecovadis, et qui sert en fait de témoin à énormément de grandes entreprises. Ecovadis ne marche que par informations automatiques qui sont transmises par les boîtes. Et c'est une faiblesse. Et oui. C'est une grosse faiblesse. Et c'est pour ça que dans les réformes de ces notations, je pense qu'il y a des éléments purement techniques. Il y a la data, la façon d'exploiter les données, de faire du scrapping, d'aller chercher tout ce qui permet d'identifier des controverses, parce qu'il y a un sujet controverse derrière. Il y a des améliorations à faire là-dessus. Mais il y a aussi des éléments beaucoup plus importants, je pense, dans la façon de gouverner ces agences. C'est-à-dire que sur des sujets ESG, je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer 100% sur de la data. Il faut à un moment donné avoir du jugement de pair, du jugement humain, multi-parties prenantes. Un petit peu ce qui est prôné par l'ESG, c'est-à-dire écouter les syndicats, écouter la recherche, écouter les ONG et construire des notes avec ces points de vue, plus de la data. Mais si on n'a que de la data, il faudra des années pour améliorer la qualité des notes, parce que sur un certain nombre de phénomènes ESG, aujourd'hui, on ne sait pas bien même définir le problème. Donc on a un vrai sujet de qualité de data. Bon, good is good, voilà. Et donc Carla Icahn au sauvetage des mamans cochons. Merci Nicolas, merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve demain.